Oui, tu as ça, oui. Regardez comment ça va? Ça fait un beau voyage? Toujours en voyage? Toujours en voyage. Alors bonjour tout le monde. Ah non? Ça, c'est le temps. Ah, ok, ça va voir. Okay. Alors bonjour tout le monde. Ah, bonjour. Alors j'aimerais vous, dans un premier temps, j'aimerais vous présenter les autres panélistes. Dr. Luc Descroseilliers, Dr. Michel Brochu et Dr. Yann Mentouche, qui vont vous parler après moi. Alors bonjour. J'en profite pour remercier les organisateurs et en particulier Mathieu Ferron pour l'invitation de vous adresser quelques mots à titre de deuxième directeur scientifique de l'Institut. Je les félicite naturellement aussi pour les efforts qu'ils ont déployés pour assurer le succès de la journée. Et je vais commencer avec une photo prise lors de la conférence de presse au moment où je succédais au Dr. Genet. Une photo auquel je suis très attaché, d'une part parce que c'était au moment de l'annonce, et deuxième parce qu'on était devant l'œuvre d'art de Marie Genet, qui représente, disons, le cristal d'ADN et qu'on voit ici dans l'Institut. Alors, succéder au fondateur d'une institution comme la nôtre est à la fois un grand honneur et une chance unique. Succéder au Dr. Genet, dont vous avez entendu les panélistes ce matin, est aussi un énorme défi, des grandes chaussures à s'adapter. Lui qui avait créé l'IRCM, et il va répéter un peu les mots qui ont été dits grâce à sa vision exceptionnelle, à son courage qu'on pouvait appeler de herculéen et à sa légendaire persévérance. C'était mis en évidence donc, dans les vidéos en particulier. Mais en assurer la pérennité était la tâche immense que me confiait le conseil d'administration. Car à ce moment-là, l'IRCM était déjà reconnu comme le vaisseau amiral de la recherche médicale au Québec et un fleuron canadien de réputation internationale. À titre de deuxième directeur, j'ai mis mon mandat sous le signe de la continuité et de la consolidation. Alors, voici en quelques diapositives certains jalons qui ont marqué la période 1984 et 1994. En premier lieu, j'ai eu la chance d'avoir comme président du conseil d'administration 5 ans, d'exceptionnels chefs de file entre
Maître Marcel Piché, qui était président du conseil depuis le tout début de la création de la loi qui a fait créer l'Institut en 1953, et Michel Bélanger, très bien connu, qui était à ce moment-là président de la Banque nationale du Canada. En deuxième lieu, j'ai eu la collaboration d'administrateurs chevronnés, Diane Marcel comme adjointe exécutive, Dominique Mestracci comme directeur adjoint, Michel Mandron comme directeur administratif, Jean-Pierre Vidou comme directeur des finances, et sans oublier l'ineffable Gaétan Blanchard, directeur des services. Alors, Gaétan invitait tous les nouveaux venus à visiter son castor dans son atelier. C'était un énigme à ce moment-là et un mystère. Alors, il enfouissait dans une série de boîtes agencées comme des poupées russes son castor qu'on retrouvait dans la dernière petite boîte qui était la 6e ou la 7e, et il en faisait cadeau. Donc, chaque nouveau de l'Institut avait un beau cadeau du castor de Gaétan Blanchard. Dès le début de mon mandat, j'ai eu senti le besoin, étant peu expérimenté dans la direction de l'Institut comme le nôtre, de m'associer à un comité aviseur international qui m'a beaucoup aidé à élaborer une vision globale de l'IRCM et un plan de recrutement qui le rendait encore meilleur. Il était présidé par Christian Leduc, prix Nobel de médecine de Rockefeller University, de George K. Hill, qui était mon patron à l'Université Harvard, Henry Friesen, qui est devenu plus tard le président des Instituts de recherche santé du Canada, Gordon Dixon, qui était chef de biochimie à Calgary et à l'Université de British Columbia, Bernard Forget, qui était un hématologue de l'Université Yale, mais avec la caractéristique que Bernard était un Franco-Américain qui avait fait ses études au collège Saint-Viateur d'Outremont. Donc, il était parfaitement bilingue et puis c'était un ajout très intéressant à cause de son passé. Elwyn Johnson de l'Université de Chicago et Dr. Genet qui avait accepté d'être membre du même comité. Quant au rayonnement international, nous avons conclu pendant mon mandat 2 ententes extrêmement profitables. Le premier avec l'Académie des sciences médicales de Chine et le Peking Union Medical College, dont le programme était payé complètement par l'ACDI pour faire venir à l'Institut 5 chercheurs par année pendant 10 ans, donc 50 au total. Et le premier était Shaolin, ici, qui était dans mon laboratoire pendant 4 ans, et qui plus tard est devenu président-directeur général du Peking Union Medical College, qui était le capital hospital juste tout près de la place Tiananmen. Et naturellement, c'était lors de mon premier de signature de l'entente où on s'était réunis, les dirigeants et quelques jeunes professeurs de cette faculté, dont certains étaient des femmes, mais difficiles à reconnaître en raison du fait que c'était un costume uniforme. Seul moi, ils ont apporté à ce moment la cravate. Donc, c'est assez historique parce que ça a beaucoup changé depuis ce temps-là. Du groupe qui sont venus, il y en a un qui s'est aussi distingué, qui n'est pas ici parce qu'il venait de Shanghai, c'est Zhu Chen, qui est venu passer un stage ici avec Teng Wang et qui est devenu plus tard le ministre de la Santé de Chine et qui maintenant fait partie des 18 vice-présidents du Politburo du gouvernement chinois. Le deuxième était l'entente qu'on a signée avec l'Institut Pasteur et son directeur du temps, Maxime Schwartz, pour un programme d'échange de symposia à tous les 2 ans, alternativement entre l'Institut de recherche, entre Montréal plutôt et Paris, où il y avait 10 professeurs, 10 présentateurs de chaque institution qui étaient invités, disons, à présenter ses résultats et il y avait une discussion commune et ça a amené beaucoup de collaboration et éventuellement même amené Nabil à dépasser son année sabbatique à Pasteur avec François Rouillon, qui était le directeur scientifique du programme scientifique de Pasteur à ce moment-là. Naturellement, en cette période de commémoration, il ne faut pas oublier la mémoire des docteurs André Barbeau,
et Marc Quentin, qui nous ont quittés, l'un en 86 et l'autre en 1990. Mais l'apport auquel je suis plus fier, c'est le recrutement de 17 directeurs, dont 6 femmes, d'unités de recherche, 4 qui étaient des promotions internes et 13 qui étaient des recrues de l'extérieur dans la période de 10 ans. Il y avait Treng Wang, qui était la première, d'ailleurs la première femme directrice d'un laboratoire, Anne Poyez et leucémie, Rafik Sekali en immunologie, donc bien connu des plus vieux d'entre vous, mais peut-être moins des plus jeunes. Vincent Castellotti, qui lui est très connu des plus jeunes comme des plus vieux, qui est devenu directeur du département de physiologie de l'Université de Montréal, Marie Rudel, en génétique moléculaire et développement, Tim Rodelauber, que vous avez vu dans la vidéo en biologie moléculaire et d'hypertension, et les raisons qui l'ont amené à Montréal, et dont on était très, très fiers d'avoir été recruté un Américain du Texas qui travaillait à San Francisco et qui était parfaitement bilingue parce qu'il avait été élevé à Paris. Jacques Genet Junior en cardiologie, Terence Coder en neurosciences et douleurs, Yolanta Gugoska en immunologie et hypertension, Gaëtan Thibault en biochimie et hypertension, Christian Deschapers en biologie cardiovasculaire expérimentale, Jean Baché en interaction cellulaire et développement, et Mona Nemer en génétique moléculaire et régénération cardiaque, et qui vient tout juste d'être nommée conseillère en chef du premier ministre du Canada. David Londe en biologie moléculaire et développement, Muriel Aubry en embryogénèse, Patrice Hugo en immunologie, et Martine Raymond en biologie moléculaire des levures, et enfin Claude Lazure en chimie organique et endoprotéolyse. Naturellement, pour loger tout ce monde, il fallait agrandir l'Institut du temps. Le voici au moment où j'ai pris la direction, qui était présenté un peu plus tôt les 2 phases du Dr. Genet, qu'a construit le Dr. Genet. Et derrière ce bâtiment, il y avait une vieille maison d'appartement qui appartenait à l'Institut, qui avait été achetée en 1970 ou 1971 pour une bouchée de pain et qui, 14 ans plus tard, valait une fortune. Donc, on n'a même pas eu à payer pour le terrain et il a fallu seulement démolir ça. Naturellement, obtenir les permis de démolir, ça a été, c'était un odyssée avec les dirigeants de la ville, mais avec l'aide, à ce moment-là, au début du Hubert Drapeau, ça nous a aidé, disons, à débuter le dossier. Et enfin, on a remplacé ces 2 bâtiments-là par une aile que vous voyez ici à l'arrière, qui est de couleur différente, pas pour que ça soit plus clair, mais parce que les architectes nous avaient dit d'être un peu plus compatible avec l'environnement où il y avait beaucoup de bâtiments de briques. Alors, pour payer tout ça, il fallait aller chercher des sous et nous avons été relativement chanceux que le gouvernement du Québec nous accorde une subvention de 11 millions pour la construction et de 3 millions pour la mise à jour des anciens bâtiments. Le gouvernement du Canada pour 5 millions et une levée de fonds, une campagne de levée de fonds qui a rapporté, comme vous voyez, 20,5 millions. Donc, 50% ont servi à payer pour les infrastructures, mais 50% ont été mis en fidéicommis dans la fondation et pour le futur de l'Institut. Et ce fonds-là est encore présent dans la fondation. Naturellement, nous avions à ce moment-là un objectif de 17 millions et contrairement à aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de campagnes. Donc, il y avait moins de compétition. Ça explique un peu le succès à ce moment-là. Je pense qu'il y avait seulement l'hôpital Notre-Dame qui avait une campagne de souscription à ce moment-là. Même l'Université de Montréal n'en avait pas, donc on avait moins de compétition pour parvenir à nos fins et nous avons largement dépassé l'objectif de 17 millions. Pour accomplir ce succès, nous avions un comité de directeurs présidé par Dr. Robert Richardson, qui était un ingénieur PhD en chimie, qui avait fait carrière surtout aux États-Unis avec la compagnie DuPont et qui venait d'être recruté par M. De Grandpré, président de Bell, pour lui succéder comme président de Bell Canada, qui était un anglophone d'Ontario, qui arrivait à Montréal, parlait très peu français, mais qui a accepté de président de campagne, qui a eu autant de succès.
vous dire qu'il y avait beaucoup de contacts dans le monde corporatif à travers le pays. Notre ambassade Piché a continué à servir sur plusieurs comités, dont celui-là. Michel Bélanger, qui nous représentait comme solliciteur, disons, auprès des banques. Louis Desmarais, le frère de Paul Desmarais de Power Corporation. Dr. Roger Gaudry, qui est l'ancien recteur de l'Université de Montréal, qui était, lui-ci, sur plusieurs conseils d'administration, dont la Banque de Montréal. Robert Alain, qui était la secrétaire du conseil d'administration. Et en fait, Dr. Genet et moi, disons, complétons cette équipe qui allait solliciter un peu partout. L'année 92 fut une année très faste et une année, disons, très fructueuse, puisqu'on a pu combiner ensemble 3 événements: l'ouverture du nouveau pavillon, fêter le 25e anniversaire de l'IRCM, et enfin un deuxième symposium pasteur IRCM. Et aussi à l'ouverture, il y avait Michel Bélanger, naturellement, l'honorable Monique Vézina du gouvernement fédéral, l'honorable Louise Robic du gouvernement du Québec et Jean Doré, maire de Montréal. Nous avions 2 invités d'honneur qui étaient François Jacob et Christian Leduc, qui ont donné les conférences d'ouverture du nouveau pavillon et qui ont participé aussi au symposium Pasteur. Et à cette occasion-là, Marie Genet nous avait fabriqué une médaille à l'honneur de son père qu'on a donnée à tous ceux qui avaient 25 ans de service à l'Institut. En terminant, laissez-moi ajouter mes propres éloges à l'endroit du Dr. Jacques Genet. Si j'ai pu raconter tous ces succès, je le dois au conseil judicieux qu'il m'a prodigué et à l'accueil et à l'appui inconditionnel qu'il m'a accordé. Je le dois aussi à sa grande sagesse qu'il a partagée pour m'apprendre le métier de directeur scientifique et chef de la direction, ce sur pourquoi je n'étais absolument pas préparé. Il a, entre autres, il m'a guidé dans l'approche qu'il fallait utiliser pour rencontrer les fonctionnaires. Il appelait tendrement ses tactampions. Il me présenta aux autorités politiques provinciales, dont Claude Draven, et municipales, dont le maire Jean Drapeau, qui étaient 2 de ses amis personnels qui lui donnaient un énorme respect. Tel que mentionné dans la vidéo, il m'ouvrit les portes aussi du monde académique américain, où il était vénéré tant au Rockefeller Institute qu'aux universités Hopkins et Harvard. Dr. Genet fut mon mentor scientifique, mon mentor académique et mon mentor en administration. Comme un fils fidèle pour son père spirituel, c'est un bon chrétien que je lui rends hommage aujourd'hui. Merci. Alors, il va y avoir des questions après seulement. À la fin de la session, c'est ça. Oui. Alors, on continue avec la prochaine présentation par Dr. Luc Desgroseilliers, qui est directeur du département de biochimie de l'Université de Montréal et qui a eu son doctorat ici sous la direction de Paul Delicoeur. Et j'en profite de l'occasion pour vous mentionner qu'il est directeur de biochimie de l'Université de Montréal, comme Philippe Kuhn était, comme Castelauchi était membre directeur du département de physiologie. Et à un moment donné, tous les départements de l'Université de Montréal ont eu des directeurs venant de l'Institut. Le Dr. Desgroseilliers a intitulé son topo « Transport et localisation dans le temps, 35 ans plus tard ». Bonjour à tout le monde. Je veux remercier les organisateurs de me donner l'occasion de présenter mes vues sur l'IRCM. En fait, quand j'écoutais tout à l'heure Félix, je me disais que finalement, on a peut-être été très bien dressé à l'IRCM parce que moi aussi, j'ai bien cédulé ma présentation selon les questions. Et tu vas voir que j'ai même amélioré le concept en écrivant les questions pour chaque... Oui, c'est ça.
Donc, je suis aussi content parce que là, 33 ans, j'étais au même micro en train de défendre ma thèse de doctorat, qui a marché évidemment. Puis, j'étais bien heureux dans le laboratoire de Paul Gilliqueur. Donc, moi, je suis de l'époque 1979-84, à l'époque où l'Institut avait simplement ses 7 étages et pas son extension. Et depuis 87, très fidèlement, je suis au département de biochimie de l'Université de Montréal comme professeur tout ce temps-là. Donc, comme vous voyez, la première question, c'était quels étaient les défis les plus importants de cette époque-là? Et j'ai mis, voyons, jamais le bon piton, j'ai mis un axe du temps, puis pour situer à peu près les années 80, dans le début de la génétique moléculaire. Donc, on avait dans le temps découvert l'ADN, comment les gènes étaient reliés avec l'ADN. Et on commençait dans les années 70 à découvrir la portée et tout le potentiel du génie génétique, qui est du clonage moléculaire. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai commencé, pour mon grand bonheur, mes études ici. Puis j'ai été chanceux que Paul était toujours à la fine pointe des techniques, donc un an avant ou à peu près pendant que j'arrivais, il avait envoyé des gens faire des apprentissages de génie génétique à Toronto, donc on pouvait utiliser cette technique-là à fond au département, dans son laboratoire. Et dans 80, l'insuline recombinante en 82 a été inventée, a enfin été créée. Le clonage de Dolly, c'est juste en 98 plus tard. Donc, au niveau scientifique, c'était l'âge d'or des rétrovirus. Donc, à cette époque-là, les rétrovirus, tout le monde parlait de ça. C'était vraiment l'âge d'or. En 70, c'était la mise en évidence d'une activité reverse transcriptase. Puis, il y avait des découvertes de rétrovirus qui portaient des gènes qu'on appelait les oncogènes et qui causaient des tumeurs. Il y avait aussi la découverte de rétrovirus leucémogéniques qui n'avaient pas de gène particulier qui disait automatiquement c'est ça qui cause la leucémie. Et c'était l'époque aussi du sida. Donc, c'est en 1983 que les virus de sida ont été identifiés puis commencé à être caractérisés. Donc, c'est à cette époque-là que moi, j'ai commencé mes travaux sur les rétrovirus leucémogènes. Donc, comme je l'ai dit, le but de mes poursuivis, c'était d'étudier les mécanismes d'action des rétrovirus murins, identifier surtout les déterminants qui causent la leucémie, puisqu'il n'y avait rien dans le génome qui nous disait directement ce gène-là cause de la leucémie. Donc, il y avait des gènes pour la propagation, la réplication du virus, et c'est à peu près tout. Donc, l'idée, c'était de se servir du clonage moléculaire, premièrement de cloner des virus qui sont leucémogènes, des virus qui ne sont pas leucémogènes, et ensuite de créer toutes sortes de recombinants en mettant des morceaux d'un virus avec les morceaux de l'autre. Et ensuite, on injectait ça chez la souris pour savoir si le morceau qu'on a mis ici était suffisant et nécessaire pour créer la leucémie ou ce n'était pas suffisant du tout. Et bon, on a fait ça plusieurs fois et on est arrivé à la conclusion que c'était le LTR, en fait, le promoteur du virus qui était la cause de l'induction de la leucémie. Ce n'était pas l'enveloppe qui permettait de rentrer au virus de rentrer une place ou l'autre. C'était vraiment le LTR, donc le promoteur. Et ça, c'était à l'époque où on ne connaissait pas encore les promoteurs ou les enhancers tissus spécifiques. Donc, c'était vraiment spécial de mettre en évidence pour une première fois qu'un promoteur pouvait s'intégrer dans une cellule en particulier et être spécifique et causer des choses. Donc, on a refait le même type de travaux dans plusieurs, en clonant différents virus leucémogènes, puis à chaque fois, on arrivait à la même conclusion. Et le modèle qui en est sorti, c'est que le rétrovirus s'intègre un peu au hasard, mais le hasard faisant bien ou mal les choses de temps en temps, s'il est associé ou intégré tout près d'un oncogène, le promoteur du virus va permettre la synthèse de l'oncogène de façon inappropriée et ça va permettre le développement de tumeurs.
Et Paul et plusieurs autres laboratoires ont identifié ces locus-là. Il y en a peut-être une centaine, mais je ne sais pas exactement. Mais toutes sortes de gènes qui, lorsque le rétrovirus permet l'activation, bien, ça permet le développement de la leucémie. Pour les étudiants qui trouvent que les PCR, ça prend trop de temps, en 1 heure pour avoir le résultat, ça, c'est un papier qu'on a fait où les 3 premières figures, c'est des stratégies de clonage. Donc, le papier, c'était, voilà, on prend ce morceau-là, on fait ci, on fait ça, et on obtient ce virus-là. Et on testait est-ce qu'on l'a bien, oui ou non, par des enzymes de restriction, puis par des cartes de restriction, puis d'hybridation. Donc, ça prenait 1 mois ou 2 pour avoir ça. Et maintenant, ben, on le sait, maintenant, ben, ça prend 3 lignes. Au lieu de 3 figures, c'est 3 lignes. On dit que le fragment a été cloné par telle compagnie, puis on l'a simplement utilisé, et voilà. OK, donc, ben, c'est bien. L'évolution de la science apporte aussi des bonnes choses. La deuxième question, c'est de quelle façon votre passage de l'IRCM va modifier votre carrière. Donc, ma carrière a débuté par des études postdoctorales à Stanford et ensuite en 87 comme prof régulier à l'Université de Montréal. Donc, ce que j'en retiens en fait de mon passage, c'est qu'on a une excellente formation théorique et pratique quand on passe par l'Institut. On a appris évidemment le clonage moléculaire et à faire des petits dessins. On a appris à faire de la micro-injection dans des cellules fibroblastes en culture et de faire de la combinaison entre des essais théoriques ou moléculaires et des systèmes biologiques chez la souris en injectant des souris et tout. J'ai appris aussi la rigueur scientifique et les possibilités incroyables du monde de la recherche en autant qu'on vive l'excellence et qu'on vise à être toujours à la fine pointe des techniques ou de l'actualité ou de la science. Donc, dans le labo de Paul, puis plus généralement à l'Institut, on découvrait ces choses-là, puis on essayait de s'en rappeler pour en faire un leitmotiv pendant toute notre vie. On apprenait les joies et déceptions des résultats quotidiens, des publications, et maintenant, comme professeur, des subventions. Et ensuite, on s'apercevait que l'amitié dans les laboratoires est importante, puis que quand on a des étudiants, il faut qu'ils soient heureux de venir au laboratoire pour faire la science, mais aussi pour la vie sociale qui se développe là. Puis, je dois dire humblement que j'ai eu passablement de succès aussi dans le laboratoire de Paul, puis c'est sûrement ça qui a contribué à me permettre d'aller à Stanford comme postdoc ou aller ensuite comme chercheur indépendant à l'Université de Montréal. Troisième question, quelles ont été les plus grandes contributions au courant de votre carrière? Donc, évidemment, je vais essayer d'aller brièvement, mais premièrement, comme postdoc, j'ai décidé de ne plus travailler sur la souris et de ne plus travailler sur des rétrovirus. J'ai fait un changement de cap pour aller apprendre la neurobiologie moléculaire à Stanford. Et à ce moment-là, le modèle le plus généralement accepté, qui était le plus efficace, en fait, c'était l'étude d'un mollusque qu'on appelait Aplysia, et pour lequel le docteur Kandel a eu le prix Nobel, d'ailleurs, en 2000. Et on a notre éminent Vincent Castellucci qui a travaillé ici aussi, qui a contribué beaucoup à la mise en évidence, puis à la caractérisation et la compréhension de ces modèles-là. Et pourquoi c'était un super modèle? D'un côté, au niveau comportement, on pouvait suivre des comportements, on pouvait modifier ces comportements-là. Et au niveau biologique, moléculaire, des ganglions abdominaux, par exemple, tout ça, c'était le système nerveux abdominal. Il y avait des cellules géantes qui faisaient jusqu'à 1 mm de diamètre et on pouvait disséquer facilement, on pouvait isoler le ganglion, isoler les cellules. Et à partir d'une cellule, on avait du matériel pour faire la biologie moléculaire, de la biochimie. Donc, on pouvait travailler avec une cellule isolée. On était en avant de notre temps avec les méthodes maintenant de Single Cell Molecular Biology. Donc, on faisait ça dans le temps. Donc, on travaillait avec des cellules, puis on essayait de trouver différents rôles. Donc, ce que j'ai fait, le patron, en fait, mon superviseur, il a dit, tu sais cloner, tu sais micro-injecter, puis tu sais travailler avec des animaux, donc tu vas créer des recombinants
qui contiennent des promoteurs puis des différents gènes. Tu vas les injecter aux cellules neuronales et regarder, voir si le comportement ou le phénotype peut changer. Et en fait, la grande contribution de ce temps-là, c'est que j'ai montré que les phénotypes des neurones peuvent être changés si on introduit des gènes avec des promoteurs dans des cellules neuronales. Évidemment, ça a l'air banal aujourd'hui de dire ça, mais dans le temps, c'était la première fois qu'on faisait ça. Quand je suis arrivé à l'Université de Montréal, j'ai apporté ce modèle-là ici, puis dans le temps, Vincent aussi, il déménageait à Montréal à peu près à la même époque. Et on a travaillé beaucoup sur les caractérisations des neuropeptides, l'expression des gènes, la physiologie, récepteurs sérotoninergiques, dopaminergiques et tout. Et on a collaboré aussi beaucoup avec Philippe et avec Guy Boileau, qui étaient des anciens, comme vous savez, des anciens d'ici, qui travaillaient au département, pour travailler sur l'endopeptidase, l'aminopeptidase de l'aplysie, mais aussi des humains ou des souris. Et on a créé des souris invalidées avec leur aide. On a trouvé des nouvelles peptidases. Ce que je veux juste montrer ici, c'est qu'un travail qu'on avait fait chez l'aplysie, vous voyez que c'est en collaboration avec Philippe Crine. On regardait simplement, tout ce qu'on voulait savoir, c'est où le neuropeptide était exprimé, puis on a fait de l'hybridation in situ, donc évidemment, c'est dans ces deux cellules-là. On s'est aperçu que dans les neurites, il y avait aussi de l'ARN messager qui était présent, et même dans les tissus distals qui étaient innervés par ces neurones-là. Donc, on a essayé de comprendre ça parce que dans ce temps-là, en 92 à peu près, donc on ne connaissait pas le transport des ARN et tout ça, donc c'était encore une fois une nouveauté. Et on a essayé de comprendre ça, mais c'était très difficile parce que l'aplysie, c'est un super modèle, mais de notre côté, au point de vue moléculaire, il faut créer nos propres anticorps, il faut refaire nos propres sondes, il faut refaire les mêmes gènes, il faut tout réinventer. Ça fait qu'on a décidé de simplement arrêter ces travaux-là et d'aller trouver chez l'humain, chez la souris, l'équivalent pour étudier le phénomène. Donc, on a cloné deux protéines, les protéines Staphen, qui étaient la seule protéine qui existait chez la drosophile dans le temps, mais c'était la seule protéine qui était connue pour transporter de l'ARN dans des œufs de drosophile. Donc, on a cloné les deux protéines et effectivement, ces deux protéines-là se retrouvent et transportent de l'ARN dans les dendrites. Et on a commencé à focusser beaucoup plus intensément là-dessus. Donc, les 20 prochaines années de ma carrière ont été consacrées sur l'étude de ces deux protéines-là, et autant pour le transport. Et on s'est aperçu qu'au niveau moléculaire, cette protéine-là était impliquée dans à peu près tout. Donc, dans l'épissage alternatif, transport nucléocytoplasmique, localisation cellulaire, stabilité, dégradation, traduction. Et ça, c'était dû beaucoup à la position de Staphen sur l'ARN messager. Donc, ce n'était pas un effet général, mais c'était vraiment sur des sous-populations de messagers, donc comme on peut voir ici. On s'est aussi intéressé au rôle biologique de ces molécules-là. Donc, on a travaillé, on est revenu dans le cancer, on a travaillé une partie sur le cancer, on est retourné dans la partie neurobiologique, on est retourné dans la partie rétrovirale. Donc, les expériences vues ici ont été utiles pour mélanger neurobiologie, virologie, biologie moléculaire et tout. Et juste en deux mots, on a montré que Staphen est impliqué dans les cellules cancéreuses. Il contrôle les transitions, les points de contrôle G1M et G1S. Et il est impliqué autant par sa phosphorylation que par les ARN qui y sont liés. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les caractéristiques de Staphen sont différentes dans les cellules normales et cellules transformées ou cellules cancéreuses. Donc, c'est un bon modèle pour voir le passage d'un état à l'autre pour ces cellules-là. Un autre travail, c'est, comme vous voyez ici, vous avez le nom d'Eric Cohen. On a commencé ces travaux-là avec Eric quand il était encore à l'Université de Montréal. Et on a montré que Staphen s'associait avec la nucléoclepside, permettait l'assemblage des particules à la membrane et il était même encapsidé dans la particule virale.
ce qui était intéressant, c'est que si on enlève Stoffen de la cellule ou si on le surexprime, on diminue considérablement l'infectivité du virus. Donc, c'était absolument essentiel pour la réplication du virus. Et dernièrement, ben, ce qu'on a montré aussi au niveau neuronal, c'est que si on enlève Stoffen des cellules de l'hippocampe de rat, puis qu'on regarde, en fait, on s'aperçoit que ces cellules-là perdent leur capacité d'apprendre à long terme. Donc, la mémoire à long terme est dépendante de l'expression de la protéine Stoffen dans les neurones. Finalement, la dernière question, c'était les personnes qui vous ont côtoyé et qui ont été qui ont le plus influencé votre carrière. Bien évidemment, il y a Paul Jolicoeur en 1979 quand j'ai commencé et Sans sa barbe un peu plus tard quand il a publié dans Cell. Bien évidemment, je remercie Paul, c'est un de ceux qui m'ont le plus marqué. En fait, je pense que ce labo-là était fait exactement pour moi, donc j'ai été super content de passer par là. Donc, on était bien supervisés, de très proches des fois, trop proches d'autres fois, mais on était aussi très libre de faire ce qu'on voulait, d'amener nos idées, de faire. Et il y avait toujours la fine pointe des techniques, il y avait toujours ce qu'il faut pour travailler, de l'argent nécessaire pour travailler. Donc, ça a été des super belles années que j'ai passées ici. Il y avait aussi les collaborateurs. Donc, on est passé, quand je suis arrivé, il y avait 6 personnes dans le lab. 2 ans plus tard, il y en avait une douzaine. Et 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, il y en avait une vingtaine. Donc, les gens, il y en a peut-être que vous reconnaissez. Donc, il y a des gens là-dedans avec qui j'ai développé des bonnes amitiés. Entre autres, Éric Rassard, qui est passé ensuite à l'UQAM, et Guy Lemay, qui est à l'Université de Montréal. Et je rencontre encore assez régulièrement Diane Bolduc, Diane Amenet, qui étaient 2 techniciennes du laboratoire de Paul. Il y a aussi quelqu'un qui a marqué beaucoup ma vie, donc une étudiante du labo de Paul, qui est Josée Harel, avec qui j'ai partagé la vie jusqu'à encore maintenant, donc depuis 30 quelques années. Puis ensuite, il y a tous les membres du labo en 1979. Donc, j'ai retrouvé différentes photos d'Andrea, Lise Tremblay, différentes personnes qui étaient là, Mademoiselle Bédard, qui était secrétaire au laboratoire. Et finalement, on avait aussi des voisins du 5e étage. Donc, il y avait Marie Trudel, qui était avec Marc Meut, donc avec qui on interagissait presque tous les jours. Et il y avait un jeune chercheur prometteur qui a commencé en 81 ou 82, qui s'appelle Jacques Drouin, je pense que vous connaissez peut-être. Il est encore dans le coin. Et il y avait 2 étudiants, Lucie Janotte et Jean Charon, avec qui j'ai développé une très bonne amitié. On se rencontre encore assez régulièrement. Finalement, je dois dire merci à tout le monde, puis dire que maintenant, je suis directeur au département. Et je pense que c'est dû à l'amour de Paul pour la paperasse et l'administration que j'ai été bien formé pour être directeur au département. Donc, j'ai été bien formé à l'IRCM sur ce point-là. Et je dois dire qu'on garde des liens avec l'IRCM et on est très content d'accueillir vos professeurs, affilier certains professeurs au département, puis accueillir les étudiants aussi dans nos programmes de maîtrise, de PhD. On a toujours eu une très bonne collaboration avec les gens de l'Institut pour les stages et pour l'enseignement et tout. Donc, on est content et on espère que ça va rester. Alors, merci Luc. La prochaine présentation sera donnée par le Dr Michel Brochu, qui est actuellement professeur au département de pharmacologie et de physiologie de l'Université de Montréal, vice-rectrice adjointe aux études supérieures et chercheuse postdoctorale. Elle était chercheuse postdoctorale sous la direction du Dr André Deléan. Et le titre de sa conférence, c'est IRCM, rencontre avec des passionnés. Alors, merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais remercier le comité organisateur de m'avoir invité. J'ai été très touchée. Je me suis demandé, même au début, pourquoi?
Alors, j'ai discuté avec Mathieu et il m'a dit, ben oui, tu es passé par l'IRCM, puis tu es à l'Université de Montréal. Bon, j'ai dit, OK, d'abord. Alors voilà, puisque j'ai décidé de parler, je pourrais vous parler de science, mais vous en entendez parler, vous êtes tout au courant de ce qui se passe à l'IRCM, des grandes découvertes. Alors pour moi, c'est la rencontre avec des gens passionnés. Ah, moi non plus, je ne suis pas bonne là-dessus. Alors, le contexte, je n'ai pas écrit les questions, mais j'ai été bien dressée moi aussi, donc je suis exactement les questions qui ont été demandées, comme mes deux collègues avant moi. Donc, dans les années 81-90, moi, je suis arrivée ici en janvier 87. Il y avait Adolfo de Boll, qu'on a entendu parler ce matin, qui avait identifié que dans l'oreillette de rat, un homogéna, injecté dans un rongeur, entraînait une diurèse, une natriurèse et puis une vasorelaxation. Donc, c'était l'époque florissante et à l'IRCM, à ce moment-là, il y avait une grande effervescence. Donc, il y en a plusieurs qui travaillaient sur ce qu'on a appelé à ce moment-là l'ANF, l'atrial natriurétique factor. Donc, il y avait un groupe aussi qui avait été formé, un groupe de recherche sur l'hypertension, qui était financé par le Conseil de recherche médicale et le CRM qu'on appelait, et le ministère de, là j'ai oublié parce que ça a changé souvent de nom, mais technologie, sciences, quelque chose comme ça. Alors là, il y avait un groupe, Gaétan Thibault, qui est ici aujourd'hui, qui s'intéressait à la caractérisation et à la purification de l'ANF. Ensuite, on a eu, Nabil Seda qui est là, le séquençage de l'ANF. Et il y avait Yolanta, qui n'est pas ici aujourd'hui, mais qui a travaillé sur les mesures, les radio-immunoessais et mesuré aussi dans le plasma humain. Et puis, on a une molécule, mais ça nous prend quelque chose pour réagir avec la molécule, donc le récepteur. Donc, le groupe d'André Doléan et d'autres travaillaient sur le récepteur, la structure des récepteurs et les peptides associés. Il y avait aussi ces récepteurs-là, où est-ce qu'on les trouve? Ensuite, il y avait, l'ANF n'est pas sécrétée juste dans l'oreillette, il y en a ailleurs aussi, dans les cellules médulaires. Et finalement, la signalisation intracellulaire. Et ensuite, on était à l'Institut de recherche clinique de Montréal. Donc, on regardait au niveau du patient, qu'est-ce qui se passe. Donc, il y avait toute une effervescence qui était ici. Alors, et tout ça, on a parlé du docteur Genet tout à l'heure, donc je n'ai pas besoin de recommencer. Mais moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il a été nommé au Temple de la renommée médicale canadienne. Donc, ce matin, on a donné beaucoup de titres, mais ça, c'en était un. Donc, moi, d'où j'arrivais, j'avais fait mon doctorat à l'Université Laval en physiologie, option endocrinologie, et je m'intéressais à la stéroïdogénèse, surtout la stéroïdogénèse gonadique. André Doléan avait fait son doctorat, comme d'autres ici à l'IRCM, au CHUL, à l'Université Laval, et j'avais entendu parler de lui. Donc, j'avais une connaissance là-dessus, mais les récepteurs, l'aspect moléculaire, la pharmacologie, ça, je connaissais vraiment pas ça. Donc, j'avais rencontré André pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc, il s'est dit, c'est intéressant, la stéroïdogénèse, peut-être qu'on pourrait faire un projet là-dessus. Donc, c'était avec André, le scientifique, on a travaillé, lui m'a montré les récepteurs, tout ça, même si je n'ai pas publié là-dessus. Avec les autres du laboratoire, j'ai appris. Et nous, on n'allait pas chercher des hypophyses, mais on allait chercher des surrénales de bœuf. Et on avait la corvée pour faire des préparations membranaires de cortex surrénalien pour isoler le récepteur de l'ANF. Et moi, je me suis intéressée plus à l'aspect stéroïdogénèse, donc où est-ce que l'ANF agit au niveau de la surrénale, de la séquence jusqu'à l'aldostérone. Mais avec André, donc j'ai aussi appris à travailler avec l'ordinateur pour faire des analyses, et André travaillait beaucoup dans ce temps-là avec Allfit, le logiciel, donc c'était ce qu'on faisait, et puis toutes les structures. Ça, c'est l'aspect scientifique. Mais André, c'était mon superviseur. Parce qu'André, avec lui,
on parlait de littérature. Donc, on a lu, pendant qu'on était dans le labo, parce qu'il nous en parlait, donc pour être capable de le suivre le midi, on a lu Le Seigneur des Anneaux, on a lu Le Chasseur des Mammouths, on a lu d'autres aussi. Ensuite, quand on allait avec lui à la maison de l'Institut Sainte-Marguerite, il nous montrait la mycologie, la nature. Le soir, on observait aussi l'astrologie qui était là. Et puis, finalement, André faisait de la musique aussi. Donc, on a appris beaucoup avec André. Et là, je vais arrêter, je vais prendre une petite pause ici pour remercier André, parce que en plus de la science, il m'a ouvert à des choses que je ne connaissais pas et je suis très redevable à lui pour ça. L'équipe, ça c'était notre équipe, donc on avait eu certains peut-être que vous pouvez reconnaître, Dr Hong qui est ici, Louise Larose qui est à McGill, donc il y avait plusieurs personnes qui étaient là, et puis ben, la fille Catherine d'André que vous connaissez peut-être si vous allez au cinéma. Donc ça c'était notre équipe qui était très dynamique et on avait beaucoup de plaisir ensemble. Il y a une autre personne aussi qui m'a marqué beaucoup, qui est à l'IRCM, c'est Jean Saint-Louis. Lui, il travaillait au bout du corridor avec Ernesto Chiffrine et on se voyait. Puis à un moment donné au CRCQ, on a entendu parler aussi que Dr Genet est un des fondateurs du CRCQ. Donc Jean et moi, on s'était rencontrés au CRCQ et là, j'étais à ma 3e année de postdoc. Et comme Dr Gunton, j'ai aussi été un peu productrice. J'ai eu 2 enfants pendant mon postdoc. Alors là, j'ai dit à Jean, j'ai dit, ben écoute, je regarde André Dolé, hein, mon superviseur à Québec de thèse, et c'est des gens qui sont beaucoup au laboratoire. Je me dis, avec les enfants, peut-être que c'est pas fait pour moi, peut-être que je devrais faire autre chose. Et là, Jean, il dit, ben ça se fait. Il dit, tu sais, il dit, on peut concilier les deux. Il dit, il faut qu'on accepte nos limites. Et il dit, moi, je rentre le soir pour m'occuper de mes enfants parce que des fois, c'est moi qui vais les chercher à la garderie. Je savais qu'il ne me mentait pas parce qu'il me dépassait sur le pont Jacques-Cartier. Alors, Jean, lui, a quitté l'IRCM pour aller au CHU Sainte-Justine, au département d'obstétrique-gynécologie. Jean travaillait sur, la réactivité vasculaire et il s'intéressait à l'hypertension de grossesse. S'il y avait une chose que je ne voulais pas faire, c'est travailler chez la femme parce que c'est trop compliqué, toutes les hormones, ça. Mais il m'a convaincue que je connaissais l'aldostérone et j'avais travaillé en hypertension. Donc, hypertension de grossesse, c'est intéressant. Donc, lui faisait l'aspect vasculaire et moi, je faisais l'aspect endocrinologie. Donc, j'ai écrit des demandes de bourse, des demandes de subvention et puis je me suis retrouvée comme chercheur à Sainte-Justine et comme chercheur au département d'obstétrique-gynécologie. On a eu une belle collaboration qui a duré jusqu'à sa retraite, quasiment 25 ans. Et quand Jean a quitté, moi, j'ai déménagé sur le campus. Donc, je dois remercier Jean aussi parce que c'est lui qui m'a encouragée et ça a été pour moi un mentor tout le temps. On avait chacun nos subventions, puis on avait une commune. Si un la perdait, l'autre le supportait avec la sienne. Donc, s'il y a des étudiants ici dans la salle, je vous dis, à 1, des fois, on va plus vite, mais à 2, on va plus loin. Donc, ce que j'ai fait par la suite, tout à l'heure, Philippe parlait de découverte fortuite. En essayant de comprendre le système, on a développé un modèle et dans les années 90, on parlait de programmation fœtale des maladies adultes. C'était une théorie qui avait été développée par Philip Barker. Donc, il y avait les facteurs génétiques. Ton père est hypertendu, ton grand-père est hypertendu, tu as des risques d'être hypertendu. Donc ça, c'est la génétique. Ensuite, ton risque de vie. Tout à l'heure, on parlait de l'environnement. Tu bois, tu fumes, tu manges mal. Donc là, les conditions pathologiques, les maladies chroniques qui arrivent à l'âge adulte peuvent se développer. Professeur Barker, lui, a ajouté les facteurs environnementaux périnataux. Donc, dans une condition où le bébé est dans un environnement qui est néfaste, bien, il va développer des mécanismes pour sa survie. Or, quand il sort de l'utérus, bien là, il peut avoir les nutriments qu'il veut, tout ça. Donc,
ces mécanismes qui sont adaptés deviennent néfastes et ça a des conséquences à long terme. Donc, c'est le modèle sur lequel on travaille depuis plus de 20 ans. Une autre personne aussi, tout à l'heure on l'a vu, Dominique Mastracci. Dominique Mastracci était ici, s'occupait des étudiants et des stagiaires postdoc. C'était un service de près de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Et j'ai eu des discussions avec Dr Mastracci qui m'a expliqué les rouages de l'université. Quand tu arrives comme chercheur ou les étudiants, ça s'appelle professeur sous octroi. Ça veut dire que tu as tes subventions, tu as un titre, mais tu n'as pas de poste. Donc, il m'a expliqué tous les rouages. Il me dit, il faut que tu t'impliques à l'université, donc que tu enseignes, que tu participes au comité. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, ensuite, j'ai eu un poste de professeur régulier. Ensuite, je suis devenue directrice du département de physiologie et je suis actuellement vice-rectrice adjointe aux études supérieures, ce qui vient avec le titre de doyenne de la faculté des études supérieures et postdoctorales. Et j'ai toujours mon laboratoire. Donc, ça se fait, mais il faut prendre les bouchées une par une. Et s'il y a des étudiants qui sont ici, je vous invite à consulter le site de la faculté des études supérieures et postdoctorales parce qu'on est formé, mais actuellement, il y a 15 à 20% qui vont faire une carrière académique. Donc, pour avoir des compétences, pour aller ailleurs qu'en académique, je pense qu'on a un beau programme à l'Université de Montréal, à la faculté, puis je vous invite à le consulter. Alors, l'IRCM, c'est plus que de la science. Ce sont les gens qu'on y rencontre et qui font une différence. Donc, je vous remercie. Alors, merci, Dr. Brochu. La prochaine présentation sera donnée par Dr. Rian Touyouz, qui est Director of Research Institute et professeur à l'Institut de cardiovasculaire et Medical Sciences de l'Université de Glasgow, qui était postdoctorat sous la supervision du Dr. Schifrin. Et le titre de sa présentation, c'est Vascular Biology of the Enigmatic NADPH Oxidase. I'd just like to say what a pleasure it is to be here today, and I'd really like to thank the organizers of this 50th anniversary for having me at the podium. It's a real honor and a pleasure, and I feel quite humbled to be speaking here today and to share with you a little bit the history of where I've come from and where I am today. And I thought I'd share with you also a little bit of the science that actually started here at the IRCM. So my story started in actually 1991 with respect to my associations with the IRCM. It was in 1991 that I left South Africa, where I did all my degrees, my medical degree and my PhD, and I came with my young family at that time to Montreal, to a place that I really knew very little about. But at that time, I was following my husband, who had been recruited to McGill. And I was very lucky, purely by chance, to have been introduced to Ernesto Schifrin through Pierre Larochelle at the IRCM. And it was at that time that Ernesto took me on, a little bit reluctantly, I should say, as a postdoctoral fellow, because I literally came off the street to join him at the Institute. But the time that I spent at the Institute with Ernesto was a wonderful time. Being part of the MRC multidisciplinary group on hypertension has really been absolutely instrumental in terms of where I am today. So I was with Ernesto and with the group at the IRCM from 1991. And then in 2005, I was recruited as a Canada Research Chair to the University of Ottawa, where I joined the Kidney Research Center at the Ottawa Health Research Institute. It was then in 2011 that I had this wonderful opportunity to go to the United Kingdom to actually direct a research institute, the Institute on Cardiovascular Medical Sciences at the University of Glasgow, which is a research-intensive institute of about 400 individuals, both staff and trainees. And so my journey has been an interesting journey, but I'd really like to highlight that the time that I spent, the 13
to 15 years that I spent at the IRCM really was fundamental in terms of where I am today. And this really started with my interests in the vascular biology of hypertension. And I continue to have this theme as the foundation of everything that I actually do until today. But in 1991, when I came to Montreal, as I said, very naive, there were many challenges, but also many, many opportunities. I came to Montreal having to learn a whole new funding system, French, a new language. I knew no French when I came to Montreal. I was a passionate clinician. My life was doing clinical medicine. And I came to the IRCM, I came to Montreal at a difficult time for foreign doctors because there were very few opportunities for foreign doctors during that time. But I would not give up in terms of the opportunities that I had. And certainly, I was so fortunate to have an outstanding training, at least in the sciences, at the IRCM. I managed to get successfully fellowships through the various granting agencies. I managed to pass the exam, the Office de la Langue Française exam. And then in 2000, there was a change in government, and slowly, the government started to open up the opportunities for foreign doctors. I redid my residency, I passed my licensing exams, and about 11 years since coming to Montreal, I was then allowed to touch a patient for the first time. This was 18 years after I had qualified as a medical doctor. But I never gave up. And for the help that I got by those in the Institute, especially Ernesto, Pierre Larochelle, and the IRCM administration and leadership, I really was eternally grateful in being able to get my clinical license to practice as a clinician scientist here at the IRCM. I'd also like to say that while I was in Ottawa, I continued to keep my associations with Montreal, and every week I would drive back on a Friday morning to do my clinics right here at the IRCM until I finally left to go to the UK in 2011. So, what about the science? Well, as I said, I was passionate about learning what underlies the vascular pathobiology of hypertension. We knew from a clinical and from experimental models that the vasculature undergoes a number of very specific changes with hypertension and cardiovascular disease, especially endothelial dysfunction and a very specific type of vascular remodeling and vascular hyperreactivity. And here at the Institute, I had the opportunity to work with Gaetan, with Tim, with Christian, and with Ernesto, and we started to define some of the molecular and cellular mechanisms that really underlined the vascular pathobiology of hypertension. And these are just some of the many signaling molecules that we actually identified during that time. But in the late 1990s, it became quite clear that a very interesting system was beginning to be identified in the vascular biology, and that was the role of reactive oxygen species and oxidative stress. And it was about the 1996 that we decided to start looking at the relationship between reactive oxygen species and many of these signaling processes that actually underlined the vascular pathobiology of hypertension. But it was really at the level of the source of these reactive oxygen species that I was particularly interested. We knew in the vascular system that there are many different types of oxidases that can produce reactive oxygen species from molecular oxygen, but it really was the NADPH oxidases that were just becoming very important in terms of cardiovascular biology with respect to the important role in the production of free radicals in vascular cells. And very importantly, the NADPH oxidases had then been identified as professional oxidases because their major function is indeed to produce superoxide. But since that time, it has become quite clear that this family of NADPH oxidases is really quite complex. We knew about the neutrophil phagocytic type NADPH oxidase, the NOX2
containing NADPH oxidase, but more recently, 7 different isoforms have now been identified. And as you can see, there are varying types of complexity in terms of the dependency on these NADPH oxidase subunits. The most recent of these NADPH oxidases to be identified is actually NOX5. And NOX5 is what I'm going to talk about a little bit today, and we have defined it as the enigmatic NADPH oxidase, and you'll see why in just a minute. So NOX5, unlike any of the other NADPH oxidases, does not require any of the subunits for its activation. Very interestingly, for us in the vascular field, NOX5 is highly calcium sensitive. It's activated by conformational changes. And very importantly and challenging for us as experimentalists, NOX5 gene is absent in rodents. And for this reason, it actually becomes very difficult to study at least the in vivo and the biological significance of this isoform with respect to pathophysiology. But being a clinician scientist, of course, my interest is really in trying to translate the experimental to the human side of science. And we have a number of very interesting models to study human hypertension. And when we started to probe the vasculature of patients with hypertension for NOX5, indeed, we found a very beautiful expression of NOX5 in the vascular smooth muscle cells. NOX5 was markedly upregulated with respect to its phosphorylation. And very importantly, we found that NOX5 is indeed a very important NADPH oxidase for the production of vascular smooth muscle cell reactive oxygen species, at least in the human context. But as I said, the fact that NOX5 is not present in rodents has made it very challenging to study. But with colleagues in Ottawa, we managed to create an interesting model where we humanized mice with a NOX5 gene. And we have now made a number of mouse lines where we have used the human NOX5 specifically expressed in the kidney in podocytes, and more recently we've successfully generated mice that express NOX5 in vascular smooth muscle cells and in the endothelium. And what we found very intriguingly in these data, as we see the mice that express NOX5 in their kidneys, they've got very profound renal dysfunction, but an associated increase in systolic blood pressure. What we found with respect to the NOX5 mice that have got NOX5 specifically in the vascular smooth muscle cells is that when we examine their reactivity to various types of agonists, the vascular contractility to vessels from NOX5 expressing mice is markedly amplified, as we can see here by this red bar. Those are mice that have got NOX5, an effect that is markedly attenuated when we downregulate or scavenge reactive oxygen species with, for example, N-acetylcysteine. Now, you'll remember that I said NOX5 is highly calcium sensitive. So it would make sense that there would be a relationship between NOX5 generating reactive oxygen species and processes such as vascular contraction that are regulated by calcium-dependent processes. And in fact, I don't have time to share with you, but we've actually identified the transient receptor potential myostatin 2 cation channels as being an important link between redox and calcium signaling, and probably playing a very important role in vascular contraction. And in fact, this association between reactive oxygen species and calcium was very clearly identified in these very beautiful studies looking at cell membrane fractions from cells expressing NOX5 and cells that do not have NOX5. We can see very clearly that in response to increasing concentrations of calcium, it is only those cell membranes that contain NOX5 that actually have a resultant increase in the production of superoxide, really indicating the obligatory need of NADPH oxidase 5 for calcium. Because of this association that we've identified between calcium, reactive oxygen species,
and NOx5, we've gone on to find out whether NOx5 actually physically associates with cytoskeletal and vascular smooth muscle cell contractile proteins. And using a proteomic approach, we've been able to pull out, when we immunoprecipitate and purify NOx5, very interestingly, those proteins that are very closely associated with NOx5 as being those of the cytoskeletal family. And in fact, for the NOx5 field, this is an incredibly exciting time, because for the first time, the crystal structure of an NADPH oxidase has actually been identified. And as you can see, this is very, very recent. And so this is really going to open up possibilities for interrogating the NADPH oxidase system, at least with respect to NOx5. So the work that we have been doing, starting here in Canada and carrying on now in the UK, is that we've been able to put NOx5 on the map with respect to the vascular biology of hypertension. We have shown the importance of calcium and signaling, probably with respect to vascular contraction mediated through redox calcium-dependent processes. But at the end of the day, the question that we really have is, how is it that these reactive oxygen species, once generated, actually influence the many downstream signaling pathways that we're all very familiar with? And so for this, we have gone on now to look at the oxidation of different proteins that may be important in that vasculopathy associated with hypertension. We are very interested to try and identify the reversible versus the irreversible protein oxidative state, and I share with you here just some examples of various types of assays to measure irreversible oxidation, and we can see very nicely that at least globally there is indeed an increase in irreversible oxidation in very different systems. In addition, we have gone on to show that the oxidation of proteins is differentially regulated both in human and experimental models of hypertension. And what we can see here, once again, using an oxidative proteomic approach, a number of proteins that are significantly differentially oxidized between normotensive and hypertensive conditions. So the paradigm that we're working on at the moment is really to try and understand what pushes from a normal redox signaling system to an abnormal oxidative stress-dependent process that is typically associated with vascular injury. As we can see here, we feel the importance of NOx5 now becoming quite clear in terms of defining that phenotype associated with hypertension. This process is likely reversible, and there may be other NOxes that I haven't had time to share with you that may be important in the basal physiological system. But really what we want to focus on now as we move forward is to try and understand at the proteome level what is this association between the reversible oxidation and the irreversible oxidation, because at the end of the day, we believe that this vascular injury is probably very closely linked to an increase in the irreversible state in terms of post-translational modification with respect to oxidative injury. So I have started this field of vascular biology, redox biology, right here at the IRCM in the early 1990s. I've taken this with me now to Ottawa and now to the United Kingdom, to university, as you can see, that is a little bit older than the IRCM. 1451 is when it was first started. It is the fourth oldest university in the English environment, with Oxford, Cambridge, St. Andrews, and then Glasgow being the fourth oldest university. It's called an ancient university. Very importantly, this university has played a very important role in the landscape of Montreal, because it was at the University of Glasgow that James McGill obtained his degrees, as we can see here, in the 1800s. And as you know, James McGill, of course, was the founder of McGill University. So I'll finish there, really to thank the IRCM, the fantastic opportunities I had here, the wonderful colleagues and friends that I developed at the Institute,
my group who I have with me now in the UK. And of course, I do want to say that it did all start here. And very importantly, I do want to acknowledge Dr. Montezano, who came with me from the IRCM to Ottawa and who is now with me in the United Kingdom. And I thank you for your attention. Mais avant de commencer, il m'a fait une remarque adressée au Dr. Philippe Crine qui a oublié une chose importante d'un ajout qu'il nous a donné, c'est qu'il vous a dit qu'il a aidé à apprendre l'endocrinologie. Alors, quand il est arrivé, l'endocrinologie était divisée en système endocrine, système paracrine et système autocrine, et nous, on a ajouté le système Philippe Crine. Alors, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Nos trois panélistes. Ce que je trouve remarquable parmi les trois panélistes, c'est leur carrière académique, qui nécessairement a commencé ici, mais toute l'éclosion qu'il y a eu par la suite, et qui sont maintenant des chefs de file, le mot français pour leader, chef de file, dans leur milieu, et on doit les féliciter pour leur parcours absolument remarquable. Est-ce que tu peux des questions scientifiques, si vous voulez, ou... Des anecdotes à raconter. C'est libre, hein? Sentez-vous pas gêné de parler. Alors, si on parle de distance parcourue, c'est seulement Ryan qui a la palme. L'Afrique du Sud, le Canada, Glasgow, là, c'est un cheminement très long et très fructueux. Avec votre famille, toujours. Oui, Tariq? I have a question for Ryan. Hi. Hi. To compare the RSM. Okay, you must speak in the microphone. Yeah, we follow what Mathieu tells us to the board. Yeah, thank you, Mathieu. When you compare the RSCM with the institute where you're now, can you give us an impression what you think are the differences or what they will have in common? And if you have an advice to give to the present president and scientific director, what would it be? Okay. So I think the first thing to recognize is that the institute that I direct is cardiovascular based. So the whole mission of the institute is really cardiovascular focused. The one thing that we have found to be very, very successful in terms of the science, in terms of the impact, in terms of the output, has really been the very close associations between the clinicians and the non-clinicians. We work side by side. There's almost no distinction between clinicians and non-clinicians. So there are no barriers, there are no walls in terms of this association. And I think that knowing the Institute, you have such a very beautiful setup with this magnificent clinical environment. I think that it would be lovely to see maybe more interactions. I think there are interactions, but that was one thing that really was something that was very special to me while I was here, was having the opportunities to have the clinic and the research side by side. But that has been tremendously advantageous in terms of progressing our research from very basic science to really clinical impact. And we have translated a number of molecules, a number of new therapies that have impacted guidelines almost. So I think that is something that has been successful where I am. But as I said, it may be different because that is very cardiovascular based. So our focus is cardiovascular. But I think at the bottom, at the end of the day, it's really the excellence in the science that drives everything. And there's no question that this is where it all is. But yes. Si vous voulez vous présenter, votre nom et... Please give your name. I'm the volunteer.
pensais que c'était une question. Alors, Ryan a mentionné, Ryan a mentionné McGill. Alors, ça m'amène à vous parler des relations entre l'Université et McGill, qui est historique. Quand Dr. Genet a débuté, un de ses grands amis était J.S.L. Brown de McGill, et Dr. Brown a ouvert les portes de McGill pour certains d'entre nous pour avoir le doctorat, et aussi son département pour que chacun de nous qui le voulait pouvait devenir membre à titre d'invité à McGill et avoir des étudiants gradués. Donc, on était, depuis 1967, un lien très important entre l'Institut, l'Université de Montréal et l'Université McGill. Oui. Votre nom, s'il vous plaît? Je suis bénévole aussi. Well, I think we are all enthusiasts of the everything Jacques Genet did here for the Institute and the IRCM, traveling around the world. And we were discussing, there will be a major delegation from Germany, for example, now coming to Canada. As an example, where do they go? They don't go to one individual institute. They go to a city. They go to a region. And from my experience in Berlin, East Berlin and West Berlin, many institutions, and of course, it's competition between the institutions. Université de Montréal, McGill, IRCM, other institutes. I think it's extremely important to develop a corporate identity of an intellectual center of a city. So my advice would be, make every effort to put Montreal on the map of one of the important intellectual centers of Canada, North America, and the world. Institutional egoism is a matter of the past, I think. Independently, of course, every institutional director has to do everything he can to make his own institution the most attractive in the world, because the people finally, they don't come to Montreal, they come to, they want to do some good research in a fantastic laboratory with good ambience and good spirits, okay? But it's the combination of having a very strong institute and excellent funding and all that, but consider the region. And we are competing. The world is global, and we are competing with the major regions of the world, and so is Montreal, and so is the IRCM. Merci Docteur. Alors, on va terminer la séance à ce moment-ci, et je tiens à remercier ceux qui ont fait ma représentation et vous inviter à revenir. Mathieu va nous donner leur exemple. Merci beaucoup, Michel. Désolé de mettre fin à la session, mais on doit maintenir l'horaire, sinon on va se faire taper sur les doigts. Donc, juste une annonce rapide. Donc, le lunch va être à la cafétéria. The lunch will be at the cafeteria. There will be people to indicate you how to gather. Just the only thing is the speaker and the chairs of the session have to stay for a few minutes. We're going to take a souvenir picture. So, on va prendre une photo souvenir du symposium. Donc, les panélistes et les chairs, restez quelques minutes. Après ça, on ira à la cafétéria. L'assistance, vous pouvez aller manger maintenant. Donc, on revient à 1h30.